sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 6 janvier 2023 du live de TV Finance. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et je vous remercie également si vous nous rejoignez à l'instant à partir duquel il est temps désormais de retrouver le président de Valcan Expertise, Éric Galiac, qui va dresser pour vous, un point macro, micro, géopolitique, monétaire de la semaine écoulée et nous expliquer quels sont les impacts sur les marchés actions. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup. Mes meilleurs vœux Éric, dans un premier temps pour cette année merci, 2023. Merci beaucoup. Éric, quel est le bilan de la semaine ? Le bilan est contrasté parce qu'en fait, un peu à l'image de l'année 2022, on a les actions européennes qui ont progressé de 3%, les actions américaines qui ont baissé de 1%, donc en 5 jours glissants, en date d'hier soir. Donc c'est un écart de performance qui devient à nouveau important, 4% en une semaine, c'est significatif. Ça s'explique en partie par la baisse de l'euro, puisque c'était bien ce qu'on a vécu en 2022, mais globalement donc une semaine contrastée avec des actions américaines qui continuent de baisser, comme hier soir, on a perdu plus de 1, entre 1 et 1,5% sur les grands indices. Donc c'est assez étonnant, ça devient étonnant cette contre-performance américaine par rapport au marché phare que représente l'Europe, manifestement. Exactement. Alors certains spécialistes expliquent cette dichotomie par le fait que les entreprises européennes seraient plus exposées favorablement à la réouverture du marché chinois. Alors en matière de réouverture du marché chinois, c'est plutôt une fermeture, puisque l'épidémie galopante a des effets très négatifs sur la conjoncture chinoise, puisque donc le PMI chinois est en baisse. Mais peut-être peut-on évoquer le premier point de l'actualité. Eh bien, écoutez, comme vous dites, l'activité est en baisse, la contraction de l'activité se poursuit, mais elle ralentit en Europe. Alors, du côté européen, pour reprendre le sens des 4 points de la semaine, oui, ce qui explique en partie la bonne hausse, la bonne performance des actions européennes, c'est qu'on a l'impression que la contraction de l'activité européenne pourrait être moins forte que ce qu'on craint, avec notamment la publication donc, des indices PMI, publiés donc, par S&P Global, qui semblent donc effectivement remontent un petit peu, sont encore en dessous de 50, qui signifie statistiquement ou historiquement une contraction de l'activité. Je rappelle que les indices PMI sont des simples sondages d'opinion, sont des données molles, ce ne sont pas des données dures, mais elles ont un contenu prédictif pour la conjoncture économique. C'est plutôt le premier point, première bonne nouvelle pour cette semaine. Directement. Alors, certains experts expliquent ce ralentissement par le fait que c'est un simple effet de rattrapage, en fait. C'est-à-dire que comme ce sont des sondages d'opinion, les directeurs des achats anticipaient la crise énergétique qui n'arrive pas, en fait, en réalité. Du coup, c'est ce qui explique peut-être qu'on assiste à cet effet rattrapage. Il y a de bonnes nouvelles, quand même, de toute façon, quoi qu'il arrive, et avec des données dures, c'est la baisse de l'inflation en Europe. Alors là, oui, c'est une donnée effectivement plus dure, en ce sens que ce sont des faits observés réellement. Donc on a effectivement en France, en Allemagne, en Espagne, partout en Europe, en fait, le sentiment que l'inflation est en train de ralentir. Donc c'est bien sûr plutôt une bonne nouvelle. On ne peut pas dire le contraire. Mais d'une autre manière, personne n'imaginait que l'inflation resterait à plus de 10% en Allemagne. Donc elle revient en dessous de 10% en Allemagne. En France aussi, on a une demi-bonne nouvelle, puisqu'on a baissé un petit peu plus que ce qu'attendait le consensus. Donc globalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, on peut considérer que dans la logique, je dirais, des marchés, qui est une logique d'immédiateté, de réaction à des indicateurs immédiats, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, même si on peut commenter ce chiffre d'inflation. Oui, bien sûr, et c'est ce que vous mettez d'ailleurs dans votre petit encart, c'est qu'en fait, cette réduction de l'inflation, ce ralentissement de l'inflation concerne que finalement la réduction des prix de l'énergie. Ne concerne que les éléments, je dirais, les plus volatiles de l'indice des prix, ce qui limite la portée de cette baisse, mais c'est quand même une baisse. En tout cas, il faut le noter, comme vous le dites, les marchés sont très épidermiques et donc du coup, ils ont accueilli cette demande très favorablement. À 11h aujourd'hui, on a la publication de l'inflation, les prévisions de l'inflation en zone euro. Du coup, on y sera attentif. On parlait de la Chine suite à votre bilan de la semaine. La Chine qui a donc décidé de totalement anéantir sa politique zéro Covid, d'ouvrir les vannes. Du coup, le Covid est reparti totalement à la hausse. Les autorités chinoises maintenant désormais tablent non plus sur 0 mort, mais sur 1 million de morts.
Oui, ça montre que c'est quand même compliqué, cette situation chinoise. Elle est très compliquée, je le dis et le redis. Le Covid pèse beaucoup sur la conjoncture économique. Alors, en matière de PMI, on a aussi des PMI qui ont été négatifs, qui sont en dessous de 50 assez largement en Chine, ce qui est bien sûr une mauvaise nouvelle. Et puis, effectivement, cette réouverture de l'économie qui reflète la volonté du gouvernement de relancer la croissance se traduit par le contraire. Et donc les anticipations de marché qui imaginaient donc une réouverture de la Chine nous amènent donc à une situation inverse, et ce qui est quand même perturbant et bien sûr constitue une nouvelle négative pour cette semaine. Bien sûr. À relativiser quand même, puisque la réouverture se fait début janvier, du coup il faut attendre les PMI, en tout cas les indices d'activité de janvier-février. Alors, les indices d'activité qui sont des sondages d'opinion, à nouveau, sont censés préfigurer la conjoncture. C'est-à-dire que la baisse réelle de l'activité va arriver plus tard. Plus tard, ok. Et on verra justement. Donc il faudra étudier les indicateurs solides, donc les données dures, sur février et mars pour voir réellement l'impact de cette réouverture. Ouais, effectivement, ce premier trimestre très délicat sur les marchés en réponse à l'interrogation de la situation chinoise, de la situation sanitaire et économique chinoise. On finit votre tour de l'actualité, Eric, avec BlackRock qui reporte les retraits de ses fonds britanniques. Alors c'est pareil, en d'autres temps, une telle nouvelle aurait pu créer des remous, au moins quelques remous sur les marchés, puisque effectivement BlackRock, ce qui n'est pas n'importe qui, annonce, je dirais d'une certaine façon, le gel des remboursements d'un fonds immobilier britannique. Donc c'est pas la première fois, puisqu'en décembre, Blackstone avait fermé aussi, avait procédé à des mesures de cette nature. Donc les investisseurs sont prisonniers de certains fonds et qui ne respectent pas leurs engagements. On avait vu ça dans la crise financière précédente, celle qui date de 2007, et ça nous semble objectivement être une nouvelle négative en ce début d'année, et donc constitue une inquiétude dans le registre financier. Une inquiétude qui se traduit alors comment dans votre synthèse de la semaine, de cette première semaine? Eh bien, ça vient compenser les deux éléments positifs, les éléments positifs qui venaient de l'Europe, moins d'inflation, plus de croissance, ou moins de ralentissement et moins d'inflation en Europe, c'est 2 points positifs, et puis 2 points négatifs. Donc la Chine, gros point d'interrogation, la Chine qui est en train d'économiquement vivre une situation très difficile, avec un marché immobilier catastrophique en Chine, il ne faut pas l'oublier, bon, on parle peu, mais c'est une vraie catastrophe, et BlackRock qui nous dit en gros, les gens qui veulent être remboursés, ils ne seront pas remboursés, en tout cas pas tout de suite. Donc ça, c'est 2 éléments négatifs qui viennent compenser les éléments positifs au total. Voilà, nous, on considère que la première semaine de cette année, elle est neutre en termes d'actualité. Et que les marchés, finalement, entre la hausse de l'Europe et la baisse des États-Unis, ils ne devaient pas faire grand-chose, c'est finalement ce qu'on peut dire. Ok, très clair, merci Eric. Du coup, quelle est votre recommandation d'investissement? Est-ce qu'elle a changé par rapport à la fin 2022? Elle n'a pas changé, donc on reste toujours très prudent sur les marchés, malgré ces 4 très belles journées, première belle journée de l'année 23 pour le CAC 40, donc on reste extrêmement prudent. On considère que les risques 2023 sont considérables. Alors ce ne sont que des risques, donc on ne les voit pas. Et tant qu'on ne voit pas la chose, il ne se passe rien. C'est ce qui se passe sur les marchés. Et les prix ne reflètent que ce qu'ils voient à très court terme. Mais on considère qu'effectivement, les risques 2023 sont majeurs. Je rappellerai tout simplement que les banques centrales sont en train d'augmenter leur taux, qu'elles vont encore augmenter leur taux d'au moins 100 points de base dans les 2-3 mois qui viennent, que la conjoncture économique est en train de se dégrader, puisque les indices PMI restent en dessous de 50, qu'on a toujours des prix d'énergie qui restent très élevés malgré tout, du pétrole notamment, $80 le baril dans une contraction de l'activité, c'est relativement à la conjoncture économique un prix très élevé. Tout ceci... L'inflation qui n'est pas réglée, le problème inflationniste n'est pas réglé. Le problème inflationniste qui n'est toujours pas réglé. Une crise immobilière qui ne dit pas son nom pour l'instant, mais qui à mon avis va devenir majeure. Que ce soit en Chine, en Europe ou aux États-Unis. Partout dans le monde, et c'est normal, les taux d'intérêt viennent d'augmenter de 2 à 3% en très peu de temps. Ça fait partie des éléments qu'on connaît depuis longtemps et qui nous rendent prudents, effectivement. Les États-Unis, d'ailleurs, de ce point de vue-là, et on l'a bien remarqué cette semaine, hier soir encore, demeurent négatifs en tendance. La tendance est toujours baissière aux États-Unis, avec moins 20% au rythme annuel.
Très clair. Merci Eric pour toutes vos précisions, cet œil et vos analyses. Eric Galiec, je rappelle que vous êtes donc président de Valcon Expertise et que vous nous accompagnez tous les vendredis matins dans le live de TV Finance. On marque une courte pause et on se retrouve juste après avec Cédric Leboussy pour notre page politique. A tout de suite sur TV Finance.